Et jusqu'à 14 h, nous sommes avec la philosophe et essayiste au franc-parler qu'on ne présente plus, Malika Sorel, qui publie et qui a sorti hier ce livre, Les Dindons de la farce, aux éditions Albin Michel. Bonjour. Bonjour. Alors Malika Sorel, on vous a vu, je rappelle, dans les tribunes, près de François Fillon, vous étiez très proche des Républicains. Je ne sais pas si vous êtes républicain vous-même. Je n'ai jamais été encartée nulle part. Je considère que les sujets sur lesquels je réfléchis sont au-dessus des clivages partisans et donc je n'ai jamais été encartée. Alors comment vous réagissez à cette enquête de Libération qui dit quand même qu'il y a eu des votes, je ne parle même pas du vote câlin, mais des votes étrangers, que des tas de gens qui ont voté ou des morts, enfin, c'est quand même hallucinant. Qu'est-ce que vous en pensez ? André, lorsque vous parliez, j'étais partagée entre l'envie d'éclater de rire ou l'envie de pleurer. C'est pathétique et dans le même temps, c'est tellement grave. Ouais. Nous sommes dans une phase où les citoyens, et les enquêtes l'attestent, ne font plus confiance aux élites politiques. Et on se retrouve dans une situation comme celle-ci. Et c'est gravissime, je vous le dis, c'est extrêmement grave. Pour la raison suivante, les étrangers n'ont pas le droit de voter aux élections législatives et présidentielles. Ouais. Donc le fait de faire voter des étrangers, ça invalide, je pèse mes mots, ça invalide le choix des LR pour la présidentielle. Si Pécresse était élue présidente, il faudrait la destituer. Elle n'a pas le droit d'avoir été élue par la voix d'étrangers. Alors, Pécresse conteste, juste un mot, elle attaque... oui, mais il faut une enquête. Il faut une enquête. Il faut une enquête. Il faut qu'on sache la vérité. Parce que non seulement c'est grave, parce que c'est une entorse aux principes les plus forts, parce que c'est la question de la citoyenneté, qui a le droit de voter ou pas. Donc c'est vraiment au cœur de notre pacte républicain. Et donc c'est clair et net que ça invalide et ça disqualifie pour moi, le parti LR, si ça s'avère vrai. Donc, il faut une enquête, il faut avoir la certitude qu'aucun étranger n'a voté. Et puis, ça m'interpelle parce que le parti de la droite, et vous avez rappelé, j'ai été la conseillère de François Fillon, conseillère cohésion nationale, c'est-à-dire sur les questions qui touchaient de près ou de loin à l'unité nationale, donc les questions de l'école, mais aussi les questions de l'intégration culturelle, de l'assimilation. Et donc, ça pose la question ici dans ce vote, si ça s'est avéré, et il faut une enquête, bien entendu, ça pose la question de la confiance, de la sincérité. C'est extrêmement important, cette question de la sincérité. Et elle est mise à mal en ce moment, et vous en parlez d'ailleurs. Après avoir écrit Décomposition française, vous avez reçu pour ça un livre remarquable, vous publiez Les Dindons de la farce, Malika Sorel. Et vous avez l'impression que cette décomposition, enfin à vous lire, elle n'a fait qu'augmenter. On se demande d'ailleurs jusqu'où elle va, mais ça devient pas quasiment abyssal. C'est quoi ? C'est une sécession. Vous parliez intégration, assimilation, etc. Vous parlez effectivement on parle aussi du woke et de la cancel, en fait, tous ces sujets. Et vous dites, au fond, on a l'impression, mais vraiment de quelque chose, je ne sais pas, qui exploite ces centrifuges comme une explosion, quoi. Oui, absolument, parce que les problématiques auxquelles nous sommes confrontés ne remonte pas d'aujourd'hui. Il y a quelques années, j'avais exhumé les dires d'un certain Georges Marchais, vous vous souvenez, André ? Bien sûr. Georges Marchais, qui mettait déjà dès 81, c'est attesté dans mes livres, j'en avais parlé donc il y a très longtemps, qui attestait du fait que sur le terrain, il observait un certain nombre de problèmes qui n'ont fait qu'aller croissant. Et il a dit, pardon, et dans une vidéo que tout le monde peut voir sur les réseaux sociaux, il faut arrêter l'immigration officielle et l'immigration clandestine. Absolument. Le premier secrétaire du Parti communiste français, enfin. Absolument, c'est très important, André, que vous rappeliez que c'est le secrétaire général du Parti communiste, pour montrer à quel point ces sujets devraient être portés par tous les partis politiques. Et il disait justement, il énumérait toutes les difficultés que nous avons vu s'accroître au fil des décennies, les questions de cohabitation sur le terrain, donc de vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, les questions de pénurie du logement, les questions de travail aussi. Il disait que le fait de porter une main-d'œuvre de manière continue, ça posait problème à bas prix, bien entendu. Et d'ailleurs, il pointait le patronat, qu'il rendait responsable avec les élites politiques. Et donc, vous voyez, dès 81, nous aurions dû prendre la mesure de ces problèmes. Et nous ne l'avons pas fait, donc ça ne pouvait aller que croissant. Et donc... et où on en est aujourd'hui ? Ce que vous décrivez dans votre livre. Mon livre, c'est...
je donne des solutions aussi dans mon livre. Oui, on va en parler. Il faut absolument prendre le taureau par les cornes. Ce n'est pas faire offense aux autres. Il faut simplement poser les sujets sur la table. Il faut que ce soit fait par tous les représentants politiques qui sont qui ont conscience de la situation et qui surtout, parce que c'est le nœud du problème, font passer l'intérêt général avant leur intérêt personnel. C'est un sujet qui est difficile. Ouais. Il faut avoir le courage de l'aborder. Mais ça paraît la moindre des choses si on est représentant politique. Mais oui. Ça devrait être la moindre des choses, en tout cas. Je vous l'accorde. Ouais. Absolument. Ça devrait même être le critère que les citoyens doivent utiliser pour faire le choix de leurs élites politiques. C'est-à-dire que ceux qui nient les problèmes que nous avons, leur gravité, ou ceux qui se mettent en contradiction entre les faits et puis, leurs mesures politiques, devraient être mis de côté. Et ça vaut à tous les niveaux. Parce que dans mon livre, j'explique que justement, l'une des causes principales de la difficulté, c'est qu'avec l'accroissement de l'immigration, nous avons eu une régression de l'assimilation qui a abouti au fait que les politiques, pour pouvoir être élus, réélus, versent dans le clientélisme. Donc vous voyez que si on veut régler ce problème, si on veut espérer pouvoir le régler à terme, il faut absolument commencer par suspendre les flux migratoires qui justement nourrissent l'électoralisme, rendent inéluctable l'électoralisme politique. Mais Malika, aujourd'hui, vous avez marqué quand même, vous devez en être plutôt satisfaite, qu'il y a un nombre croissant même de candidats et de politiques qui sont sur ces lignes-là. En disant, enfin, je ne dis pas que la majorité, mais un certain nombre de gens disent effectivement, ils s'en sont rendus compte, ils ont peut-être mis du temps. Mais enfin, apparemment, la prise de conscience est là. Tout à fait. Il y a une prise de conscience. Est-ce qu'elle est simplement électoraliste ? Ça, c'est la question. Et ça, au travers des mesures qu'ils proposent, on peut aussi s'en rendre compte. Il y a aussi une autre question. Est-ce qu'ils abordent le sujet de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire la manière de réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'on est français ou pas, ou est-ce qu'ils utilisent des chemins que pour moi j'appelle des chemins de traverse? On va en parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Et vous nous appelez au 0826 300 300, vous prendrez la parole dès 13h30. Malika Sorel, Les Dindons de la farce, un livre passionnant à lire aux éditions Albin Michel. Malika Sorel, vous abordez beaucoup de problèmes, les problèmes d'assimilation, d'intégration, on en a parlé effectivement. Mais franchement, vous aujourd'hui, soyons absolument clairs, on est en 2022, vous y croyez encore à l'intégration, à l'assimilation, c'est encore possible ou pas ? Où on se dit oui, mais il faut toujours y croire, bien sûr, on est tous pour ça, mais est-ce que c'est trop tard ou pas trop tard ? Alors il est clair que nous avons perdu énormément de temps, que la situation est gravissime, c'est une réalité. Nous avons beaucoup d'études qui le mettent en évidence, l'accroissement d'une proportion de population de l'immigration qui place la religion au-dessus des principes de la République, ce qui rend tout simplement incompatible le vivre ensemble, parce que lorsqu'on dit la religion est au-dessus des principes de la République, ça signifie simplement que nous n'aurons plus la loi commune à terme. Et donc c'est la question du projet politique qui se pose, la question des mœurs qui vont régir notre fonctionnement, le fonctionnement de notre société. Donc c'est extrêmement grave. Moi, j'y crois encore, je vous le dis clairement. De toute façon, nous ne devons pas baisser les bras. Mon livre, c'est aussi pour ça. Nous n'avons pas le droit de baisser... Absolument, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Il ne faut même pas se poser la question, j'estime, parce que nous avons un devoir vis-à-vis de nos descendants, des générations futures. Je termine le livre en rappelant la Marseillaise. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Et je dis, mais de quelle vertu nos descendants risquent de nous affubler, vu ce que nous allons leur laisser comme pays. Donc nous n'avons pas le droit, André, de nous poser cette question. L'assimilation pour le plus grand nombre, je n'y crois pas. C'est justement pour cela que j'avais pris la plume il y a déjà des années, pour dire que si nous voulions maintenir l'espoir, l'espérance de l'assimilation, il ne fallait pas qu'il y ait une immigration aussi importante, et j'en donnais les raisons. C'était la reconstitution des diasporas, des communautés d'origine sur le terrain. Le nombre joue. Le nombre joue aussi au fil de l'eau. C'est-à-dire que s'il y avait eu au fil de l'eau l'intégration culturelle qui se produisait, parce que c'est l'étape première, l'étape avant d'arriver à l'assimilation, on passe par l'intégration culturelle. S'il y avait eu cette intégration culturelle au fil de l'eau, à terme, le nombre ne pose pas problème. Donc la question de fond, et moi je me distingue
totalement par rapport à l'approche que l'on voit aujourd'hui, qui est une approche ethno-raciale. Pour moi, l'approche de l'assimilation, c'est une approche qui passe par les battements du cœur. C'est-à-dire que c'est la question, la dimension de volonté individuelle et puis l'amour. Et l'amour, ça se met pas en équation. Et ça n'a rien à voir, donc c'est la culture. Et De Gaulle disait que la culture, c'est ce qui est au-dessus de tout et ce qui caractérise notre civilisation, c'est la culture. C'est vrai, Malika, mais en même temps, vous le savez, c'est qu'il y a quand même la famille, le poids familial et tout, et c'est très difficile quand on vit en communauté avec un S, et vous savez très bien que dans des territoires en France, on vit en communauté, et le poids de la communauté, de la famille, de l'environnement est très 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 fort. Donc l'amour c'est bien, le cœur c'est bien, encore faut-il que le cœur ait l'espace pour se développer. Absolument. C'est joliment résumé, André. C'est exactement ce que je développe dans mon livre, et j'explique comment on peut justement semer ces graines qui un jour vont lever, et tout ce qu'il faut faire pour mettre à distance cette pression du groupe dont vous parlez. Parce qu'elle s'exerce au quotidien. Et au sein des familles, et je rappelle aussi, la raison pour laquelle, y compris sur les questions d'insécurité, parce que nous en parlons beaucoup, c'était une erreur gravissime de taper sur les enfants, parce qu'en réalité, les enfants ne sont pas des électrons libres, et qu'il fallait absolument mettre en évidence la responsabilité des parents, les placer face à leurs responsabilités. D'ailleurs, on le voit, il y a des personnes d'immigration qui réussissent parfaitement, les parents sont là, les laissent parcourir le chemin. C'était le cas de mes propres parents, j'en parle dans le livre, je parle de mon expérience personnelle aussi pour illustrer ce qu'il faut faire et ne pas faire. Je parle aussi de Robert Badinter, qui vient de la Russie et dont les parents interdisait l'emploi du russe à la maison et disait « Nous sommes en France, nous devons parler français ». Et la génération de mes parents, c'était le cas de vos parents. Absolument, ils nous parlaient français à la maison, ils nous ont toujours parlé que français tant que nous étions en France. Et c'est très important parce qu'au-delà de la langue, c'est le fait de permettre aux enfants, que les parents permettent aux enfants de construire ce lien affectif. Et ça passe par la langue. Bien sûr, et c'est très important. Mais alors justement, on parlait de la langue et il y a une polémique au niveau des prénoms. Oui. Votre prénom c'est Malika et vous êtes française, et s'il y a quelqu'un qui est plus française que vous, on voudrait le voir. Vous êtes, comme disait Romain Gary, vous parlez de chien blanc, mais je rappelle toujours la célèbre phrase de Romain Gary, je n'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France qui coule dans mes veines. Bon, mais cette histoire des prénoms, est-ce qu'elle est pour vous accessoire, elle est importante ou pas? Alors moi je considère que la question des prénoms, et je vous dirai vraiment ce que vous en pensez. Bien sûr, je considère sincèrement que la question des prénoms est un prétexte. Et ça me désole complètement parce que ça nous éloigne de la possibilité de traiter de sujets qui est extrêmement grave et préoccupant. Et ça me rappelle les années aussi un peu de Jean-Marie Le Pen, où il y avait tout le temps des polémiques qui faisaient, et Jean Daniel en parle très bien dans son livre que je cite dès le début du mien, sur son livre « Qu'est-ce que être français ?». Jean Daniel dit que ce qui nous a empêché de traiter de ce sujet, qui est grave, et Jean Daniel pensait comme nous sur ce sujet, c'est que il y avait tout le temps Jean-Marie Le Pen avec ses sorties, et ça rendait explosif le sujet, on ne pouvait pas le traiter. La question des prénoms, moi c'est une question qui me fait énormément souffrir, André, je le raconte dans le livre parce que j'ai été moi-même victime de racisme à cause de ça. C'est-à-dire que des personnes qui me connaissent depuis des années se sont mis à me regarder et à me dire qu'en fait je n'étais pas française du seul fait de mon prénom. Rendez-vous compte. Vraiment, absolument, oui. Qu'il y en avait, vraiment, c'était très violent. Et là, j'ai pris conscience de la gravité de cette accusation sur la base des prénoms, qui est pour moi stérile, pour plusieurs raisons. D'abord, vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai été dans le monde politique pendant très longtemps, j'ai même été conseillère de François Fillon. Et j'ai même travaillé aussi pour Dominique de Villepin. Donc c'est pour vous dire. Mais vous n'avez pas senti le racisme à l'époque? Non, je sens qu'il y a une crise pension qui monte dans la société. Oui, parce que vous savez, l'opinion publique, André, lorsqu'elle est inquiète, à juste titre, pour ce qui nous concerne ce sujet, et donc je comprends l'angoisse existentielle actuelle, elle a besoin, cette opinion publique, de quelque chose de facile à appréhender. Voilà, on va leur dire les prénoms, et ça ira bien. Et donc, mais c'est complètement faux. Moi, tous les gens qui m'ont entouré dans le monde politique avaient des prénoms franco-français. Certains s'appelaient même Christian, donc Jésus.
la dérivative de Jésus, et il trahissait la France, et je le voyais de mes propres yeux. Et donc ces gens-là, l'opinion publique... Il y a des qui sont des traîtres aussi. Exactement, tout à fait. Mais, et donc ces gens-là sont français, mais quelqu'un comme moi, et ceux qui se sont assimilés, et il y en a, et on ne peut pas aujourd'hui, la France, il faut vraiment que les Français le comprennent, la France ne peut pas aujourd'hui se permettre, eu égard à la gravité de la situation, de se diviser sur un prétexte aussi futile. Après, André, je ne dis pas. Et là, je l'écris dans mon livre, ce que je veux, c'est qu'on sorte de l'hypocrisie. On n'a pas demandé aux enfants de l'immigration de changer de prénom. Pourquoi le leur reprocher maintenant? Donc si on souhaite, à terme, que les personnes prennent des prénoms qu'on estime français ou européens, moi je dis prénoms d'origine européenne, qu'on le dise, qu'on le mette en pratique. Et puis aussi, André, juste se termine, il faut laisser du temps aux gens. C'est-à-dire que pour moi, il faut au minimum 2 générations. Oui, et puis c'est pas le problème le plus important. Non, c'est pas ça. Il y a des Français, je le dis dans mon livre, lorsque j'ai été auditionné par la mission nationalité, le code de la nationalité, je le dis, il y a des Français de l'immigration qui sont assimilés, qui aiment la France, qui se battent pour la France et qui, pour moi, font beaucoup plus pour la France et sont plus attachés à la France que bien des élites que j'ai côtoyées, mais de très près, des gens que j'ai vus au quotidien, qui ont permis d'amener la France à cette situation. Donc arrêtons ces débats stériles, parce que ça fait souffrir. Moi, ça m'a fait souffrir, André, et quand je dis dans mon livre, je suis rentrée dans ma coquille, ça a été le cas. Pendant plusieurs années, j'ai arrêté d'écrire. Je n'ai plus voulu voir personne dans le monde politique. Et je sens cette crispation, cette tension monter dans la société française, qui fait que même dans des boutiques, les gens me regardent de travers, me traitent mal, parce qu'ils repèrent à mon faciès que je suis d'origine étrangère. Qu'on sort de cette stérilité et qu'on en arrive aux faits, c'est-à-dire les actes des hommes, les actes des hommes sont les meilleurs interprètes de leurs pensées. On traite les gens en fonction de leur comportement et rien d'autre. Vous le savez, c'est le problème terrible, c'est qu'il y a eu un moment donné, on l'a laissé faire le balancier pour des raisons électorales et compagnie. On l'a flatté sous son communautarisme. Et on continue. Et on continue. Absolument. Et ça provoque un retour de balancier déplorable aussi. Je suis d'accord avec vous. Il faut rester sage et puis il faut s'en tenir au comportement des individus. Est-ce qu'ils se comportent selon les mœurs occidentales ou pas? Est-ce qu'ils servent la France? Est-ce qu'ils, comme dit Marc Bloch, le grand résistant, est-ce qu'ils s'efforcent de servir la France de leur mieux? C'est ça qui doit être notre fil conducteur, rien d'autre. On est tout à fait d'accord. Après une petite pause, on prend les auditeurs avec vous, Malika Sorel, les auditeurs de Sud Radio. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Malika Sorel, son livre « Les dindons de la farce ». Justement, on a parlé des prénoms, on a parlé des crispations de la société française. Et il faut voir que c'est crispé des part et d'autre, parce que aussi beaucoup de Français ne savent plus où ils sont, ne se reconnaissent plus. Et puis aussi, il faut le dire, Malika Sorel, et vous le savez, c'est que beaucoup de gens traitent la France comme une espèce de paillasson de serpillière sur lequel on s'essuie entre une CAF et autre chose. Mais qu'est-ce que c'est que ces Français? Est-ce que c'est qui sont dans la repentance, dans oui, nous sommes les salauds de colonisateurs, nous avons péché, c'est quoi? C'est la culture judéo-chrétienne, c'est notre faute, c'est notre très grande faute, c'est quoi ça? Oui, qu'on a depuis des années, hein? Oui, depuis des siècles même. C'est vraiment, pour moi qui connais de manière intime 2 civilisations, c'est vraiment quelque chose qui vient de la culture chrétienne et même dans les chrétiens, les catholiques sont encore pires entre guillemets sur ce plan de la culpabilité par rapport aux protestants ou aux orthodoxes. Donc oui, c'est clair. Et quand je dis ça, c'est pas du tout pour dire du mal ou autre. C'est un fait. Il faut prendre conscience. Moi, j'écris dans mon livre, il faut prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses. C'est très important. Donc, pour s'en sortir, il faut commencer par avoir un regard lucide sur nous-mêmes, c'est-à-dire quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Moi, je ne suis pas du tout dans la repentance, la culpabilisation de la France. Donc, lorsque je parle des choses, même si je parle d'histoire, c'est pour dire aussi qu'il faut avoir le courage de tourner la page. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à tourner, ça c'est un indicateur puissant. Des populations qui viennent de l'étranger, et en particulier des anciennes colonies françaises, ne parviennent pas à tourner la page de la colonisation, on ne peut pas vivre ensemble. Parce que pour pouvoir faire, ne serait-ce que cohabiter, sans même aller jusqu'à dire appartenir au même peuple, il faut être en capacité de tourner les pages sombres de l'histoire. Et ça, c'est un marqueur. Donc,
Il faut arrêter de se culpabiliser avec le passé. Le passé, il faut tourner la page. On parle d'histoire, très bien, mais rien en retour, c'est-à-dire pas de discrimination positive, pas de préférence étrangère, ce qui est à court depuis maintenant plus de 20 ans, que les politiques ont mis en œuvre. Il faut supprimer tous ces avantages. Et lorsque les gens culpabilisent, comme Ramayad par exemple, qui elle-même parlait des Noirs. Elle est choquée par la statue de Colbert, elle. Oui, alors moi je rappelle dans mon livre des propos qu'elle avait tenus il y a déjà très longtemps, comme quoi Ramayad était elle n'était pas hypocrite, elle avait dit la vérité, elle se vivait en tant que noire, et elle disait je rejoins Sarkozy parce que voulez-vous, il faut bien que les Noirs soient défendus quelque part, quelque chose comme ça. Donc elle se positionnait comme ça. Donc elle a été recrutée parce qu'elle était noire, ok, on passe à autre chose. Donc il faut nous-mêmes qu'on refuse l'approche de ce que j'appelle les matérialistes de la mémoire. On n'approche pas par la race, ni par l'ethnie, ni par l'histoire de France. Ni par la concurrence victimaire. Absolument, pas du tout par ça. D'accord. Nous sommes avec nos auditeurs et Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier. Bonjour Mme Sorel. Bonjour. En fait, je voulais aborder deux sujets. Ce que dit Mme Sorel et aussi sur l'aspect Russie, parce que il n'y a pas eu d'auditeurs, je crois qu'on parlait de l'aspect russe. Non, allez-y. Voilà, mais d'abord sur ce que dit Mme Sorel, ce qui est l'invité actuelle, elle a totalement raison. L'assimilation a été abandonnée depuis l'arrivée de Mitterrand, c'est-à-dire SOS Racisme. Sous son égide, si elle peut me corriger, je crois que c'est Arlène Désir et les personnes d'SOS Racisme qui avaient dit on refuse l'assimilation, on veut être, je dirais, avec notre culture, avec notre langue, etc. Et c'est ça qui a commencé à tout casser, comme on dit. C'est-à-dire qu'on récolte aujourd'hui les territoires séparatistes en France et que c'est tout ce qu'on récolte, ça mûrit depuis des années, des décennies, ça fait plus de 40 ans, on se le prend en retour de boomerang en pleine face. Voilà. Sur l'histoire du prénom, je dirais, alors oui et non. Lorsqu'il y avait eu la confrontation entre Éric Zemmour sur un plateau de télé avec une... Oui, Hatshepsut. Il faut savoir qu'il y a un célèbre sportif français noir qui s'appelle Fabrice, je crois, Carteron, si je ne me trompe pas, qui avait dit clairement une chose, le prénom est déterminant pour l'accessibilité à l'aspect professionnel. Malheureusement, il a dit, heureusement que moi je m'appelle Fabrice, parce que d'autres personnes qui ont la même couleur que moi, qui ont un prénom de consonance musulmane, ont de plus en plus de problèmes à trouver un travail. Et il y a, c'est vrai, un racisme, je dirais, en France qui existe, mais l'assimilation permet d'éviter ça, c'est au sens du prénom. Et il faut absolument qu'on voit ça. On ne peut pas débaptiser des gens aujourd'hui, c'est clair. Personne ne le demande d'ailleurs. Voilà. Mais les prochaines générations, si rien n'est fait, on va aller de pire en pire. Et elle a raison aussi, la culpabilisation. On est masochiste chez les catholiques. C'est-à-dire qu'on adore se faire frapper en pleine face quand on dit du temps la joue gauche ou la joue droite. C'est un peu comme ça. Voilà. Maintenant, moi, je suis plutôt du côté d'un polémiste. On peut pas être d'accord ou pas d'accord sur plein de choses, mais dans d'autres pays, par exemple, quand vous demandez la nationalité marocaine, vous pouvez pas avoir un prénom chrétien. Oui, voilà. Et sur la Russie, je voudrais juste dire... Très vite, Olivier, parce que nous avons beaucoup d'auditeurs là. La Russie, on peut dire oui ou non à Poutine, mais clairement, les rétorsions qu'il a promis avec son gouvernement, il y a une chose, c'est-à-dire avec la Chine et la Russie, ils détiennent 2/3 de la dette américaine, et il y a de quoi faire couler faire un nouveau crack de l'économie américaine, c'est-à-dire s'ils décident de vendre toutes les obligations américaines qu'ils ont, les États-Unis sont morts économiquement. Secondo, il y a l'armement russe, l'industrie russe est entière en Russie, et les missiles hypersoniques effraient énormément les gens de l'OTAN. Donc il ne faut pas, je dirais, réveiller le dragon qui dort. Lorsqu'il dort, oui. Voilà, ok, Olivier, non, c'est plus compliqué que ça, juste pour l'économie. Vous savez, ils se tiennent par la barbichette. Hein. N'oubliez pas que l'Amérique aussi tient la Chine, croyez-moi, est plus fort que ça. Donc entre eux, ils vont toujours changer. C'est l'Europe qui va être le dindon de la farce. Mais Malika Sorel, vous vouliez répondre à Olivier, effectivement. Oui, je vais... merci Olivier pour votre intervention. Sur la question des prénoms et des noms, je vais vous reprendre ce que disait Montaigne, Michel de Montaigne. Donc je vous lis. Mais en vérité, parce que cette question, figurez-vous,
la question qui nous occupe s'est posée il y a déjà plusieurs siècles. Donc Michel de Montaigne, dans ses essais, mais en vérité, ce qui est commode, c'est d'avoir un nom qui puisse se prononcer et mémoriser aisément. Parce que la question se posait aussi lorsqu'il y avait des reines qui arrivaient de l'étranger et qui avaient une suite avec des prénoms, surtout des noms étrangers. Et pour lui, ce qui est important, c'était le nom. Et d'ailleurs, réfléchissez bien, qu'est-ce qui est important pour tout le monde? C'est le nom de famille, et c'est sur cette base qu'on fait la généalogie. Donc ce qui est important, à la limite, si on devait se poser la question, il y a deux choses. C'est le fait que les prénoms et les noms soient prononçables. Et si on veut véritablement être honnête et sortir du prétexte des prénoms pour diviser la France en deux, c'est-à-dire, il ne faut pas se voiler la face, ceux qui sont visés, ce sont les enfants d'immigration musulmane comme moi et d'autres. Donc ça, c'est quelque chose que moi, moi, ça me fait souffrir énormément d'en arriver là. Et donc, si on veut se poser la question, il faut se poser la question aussi des noms. Parce que les noms, c'est ce qui fait la généalogie. Et quand vous vous assimilez, c'est justement inscrire votre descendance dans l'arbre généalogique français. Juste un mot là-dessus, on va pas passer l'heure là-dessus. Ce qui est intéressant, juste parce que Éric Zemmour, effectivement, pour ne pas le citer, a parlé beaucoup de ça, mais lui a en tout cas précisé que ça ne concernait que les nouvelles naissances, qu'il n'était pas question que pour des gens qui avaient ce prénom. Satou est né, il lui a dit, vous devriez vous appeler Corinne, et votre prénom est une insulte à la France, et ça m'a fait énormément souffrir. Et Éric Zemmour, je suis désolée, puisque vous en parlez, je voulais pas parler. Non, mais je parle pas spécifiquement de lui, sincèrement. Il dit un certain nombre de choses qui sont vraies, et c'est pour ça que c'est malheureux qu'il dérape et qu'il fasse ces choses-là. C'est que dans un entretien, il avait parlé aussi, un entretien dans Causeur, dans mon livre, je donne toujours les références pour que les lecteurs puissent aller chercher à la source. Je n'invente jamais rien, bien entendu. Il avait dit que l'une des clés de la Seconde Guerre mondiale, comment ça s'était terminé, c'est qu'en réalité, de certains territoires des pays de l'Est, on avait... il parle de purification ethnique, le fait qu'on ait renvoyé des millions d'Allemands. Donc vous voyez ce qu'il y a quand même derrière cette chose-là, par rapport au prénom, c'est la question de l'ethnie et de la race. Et moi, ça m'inquiète, cette approche, parce que je terminerai avec ça. Il n'est pas allé dire à Malika Ménard qu'elle n'était pas française, notre superbe Miss France. Oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, cette histoire des prénoms est une fausse histoire, mais en revanche, ce qui est une vraie histoire, c'est l'avancée du communautarisme, l'avancée de l'intégrisme. Absolument. Et celle-là, il ne faut pas non plus le nier. Non. Et nous sommes avec Pierre, qui n'est ni communautariste ni intégriste, qui nous appelle de Paris. Bonjour Pierre. Pierre. Bonjour André Berkoff, bonjour madame. Bonjour. Mon prénom c'est Louis Pierre et nous nous connaissons André Berkoff. Le point, je veux intervenir sur l'Ukraine, mais un simple petit point sur les prénoms. Il me semble, sans aucune agressivité, que prendre un prénom français est un hommage de l'assimiler au pays qui l'accueille. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, il me semble penser une manière peut-être simpliste, direz-vous, mais elle est la suivante. Nous sommes dans un deuxième Munich. Et la question est une question d'honneur. L'honneur ou le déshonneur. L'honneur, me semble-t-il, lorsque une personne est attaquée dans une rame de métro, c'est de lui porter assistance. Il y a non-assistance à pays en danger. Et on ne combat pas un monsieur comme Poutine avec des mots. Et avec des sanctions qui ne sont que des mots. Vous voudriez faire quoi, Pierre? Laissez-moi terminer. Je laisse terminer. Et donc, je veux dire simplement qu'il faut envoyer des troupes européennes et américaines pour aider l'Ukraine. Et le cas échéant, je le dis, s'il y avait une filière, j'irai. J'accepte, moi, de dire, j'entends les gens dire, on ne va pas mourir pour l'Ukraine. Eh bien, si. Moi, je veux mourir pour l'honneur de défendre un pays attaqué. D'accord, mais écoutez, très bien. Écoutez, c'est très légitime ce que vous dites, et au moins, vous dites les choses clairement, et que vous êtes prêts, et ça me plaît, parce que beaucoup de gens, ils en parlent, mais ils sont pas du tout prêts à y aller. Augustin, une autre... Nous sommes avec Frédéric, qui nous appelle du Tarn-et-Garonne. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Frédéric. Allô ? Oui, Frédéric, on vous écoute. Oui, bonjour. Alors ouais, je vous appelle en fait pour intervenir sur le sujet de Malika. Oui. Bonjour Malika. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors moi je m'appelle Frédéric, mais Malika, j'ai un deuxième prénom, c'est Mohamed. Voilà. Donc j'ai un nom de famille marocain, mon père est marocain, ma mère est française.
Donc, ce que vous disiez, en fait, par rapport au prénom, etc. Alors, moi, je l'ai vécu parce que j'ai 49 ans, donc je suis pas tout jeune. Donc, effectivement, j'ai pu vivre ce qu'a pu vivre Malika. Par contre, là où je voulais intervenir, c'est pas vraiment là-dessus, parce que le problème des prénoms, l'ayant vécu, donc je suis légitime là-dessus, c'est qu'en fait, on joue le jeu. Le fait d'en parler, on va jouer le jeu et on va se nourrir de ça dans un espèce d'égrégore en face. Donc en fait, ce qu'on pense le mal, nous en face, on pense qu'on est dans la lumière, mais en fin de compte, on est tous les deux sur la même pièce, mais inversée. Donc on va se regarder en miroir chacun, sans voir nos propres parts d'ombre. Alors je dis pas que par rapport au prénom, on a des parts d'ombre et que parce qu'on s'appelle Mohamed, on est dans la lumière et qu'on est victime de racisme. Je dis simplement que le fait de jouer ce jeu-là, on se met dans une posture de victime. Et quand j'entends Malika dire, c'est là-dessus que j'interviens, quand j'entends Malika dire très régulièrement, et je la juge absolument pas parce que j'ai un métier qui ne me permet pas de juger les gens, bien au contraire, c'est qu'elle se met dans une posture de victime en disant souvent j'ai souffert. Ok, la souffrance elle est là, je le comprends tout à fait parce que je l'ai vécu. Mais je ne parlerai pas de souffrance, parce que plus on parle de souffrance, plus on reste dans sa posture de victime, moins on en sort et plus on va aller se nourrir de l'autre pour se conforter dans sa posture de victime. Moi, ce que je dis quelque part, est-ce que je dis permet de détecter les blessures des gens, de détecter les blessures des gens. Détecter non mais attendez Frédéric, vous avez posé le problème, je crois qu'il faut, parce que effectivement ce que dit, c'est très intéressant ce que dit Frédéric Mohamed, il dit, attendez, bon très bien, mais est-ce qu'on choisit de continuer à j'ai beaucoup souffert, j'ai souffert à ça. Non mais attendez, parce que là Frédéric me connaît pas, il n'a pas lu tout ce que j'ai écrit, il n'a pas encore lu mon livre. Je ne me suis jamais présenté, Frédéric je vous réponds, je ne me suis jamais présenté comme victime. Tout mon combat politique, ça a été sur le fait de dire qu'il faut absolument sortir de ce combat victime-bourreau, c'est-à-dire les bourreaux sont les Français. Et moi-même, j'ai fait le choix de l'assimilation. Je termine, je vous réponds. J'ai fait le choix de l'assimilation, donc la chose elle est claire, j'épouse le destin du peuple français. Et donc je vous remercie vraiment d'être intervenu pour que je fasse cette mise au point. Je ne me considère pas comme une victime, ce qui ne m'empêche pas, j'ai quand même le droit de dire que la situation présente me fait énormément de la peine. Ça ne va pas m'empêcher de combattre au service de la France, puisque je reprends mon bâton de pèlerin, parce que je trouve que la situation est extrêmement préoccupante. J'ai le droit de dire donc oui, il y a des situations qui blessent. Lorsque Absatou, elle reçoit en pleine figure qu'elle est une insulte à la France, son prénom, bon, sous-entendu, c'est un peu... Écoutez, on ne peut pas rendre les gens responsables du prénom qu'on leur a donné. Il faut sortir de ce délire. Et puis, qui se demande... Ce qui est plus important à la limite, je l'ai écrit moi-même dans des précédents livres, c'est à un moment donné le prénom qu'on donne à ses descendants pour montrer dans quelle généalogie on les inscrit. Et il y a quelque chose qui est important et je vais le dire parce que je l'écris dans mon livre. C'est aussi, est-ce qu'on rentre, c'est-à-dire est-ce que la religion, on arrive à s'assimiler de manière à ce que la religion ne fasse plus barrière à ce qu'on appelle, ce que Manuel Todd appelle l'échange des femmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reste de par sa religion dans l'endogamie ou pas. Moi, j'ai fait un parcours d'assimilation, je me suis mariée avec quelqu'un qui porte un prénom franco-français de plusieurs siècles et surtout qui n'est plus de la même religion, qui est de la religion catholique. Est-ce que les gens sont capables ? Je vais vous dire, dans mon livre, je dis... ils le font, il y a beaucoup de gens. Mais il y a des gens aujourd'hui, André, qui n'ont pas la capacité ni la possibilité, vous parliez de la pression de l'entourage, de le faire. Moi, j'ai le cas autour de moi actuellement d'un couple magnifique, un jeune couple, lui est de confession juive, elle est de confession catholique, il n'arrive pas à passer et les parents de la catholique, aucun problème, l'accueillent, mais de l'autre côté, le mariage ne se fera peut-être jamais à cause de ça. Donc, on balaye chacun devant sa porte. Non, mais on est bien d'accord. Et on va peut-être arrêter cette question des prénoms. Oui, mais c'est important. Vous voyez comment les gens réagissent, c'est ce que je vous disais au tout début, comme c'est une approche simpliste. Très rapidement. Frédéric, très rapidement.
Ouais, je vais juste rebondir sur un truc parce que bon, je voulais juste terminer sur ça. C'est au niveau, moi je vais parler des blessures. Là où vous luttez, en fait, vous nourrissez l'autre et l'autre se nourrit de votre. Non, lisez-moi. Laissez-moi terminer. C'est beaucoup plus profond que ça. Mais si chaque personne va dans ses blessures, là on parle. Ce n'est pas mon cas. C'est ce que vous pensez, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites, mais c'est pas ce que je ressens. Vous en parlez, vous luttez, vous revendiquez quelque chose. Je vous le dis, je suis légitime de dire ça. Je m'appelle Frédéric Mohamed. Dans le quotidien, je n'utilise pas Mohamed. Mais je l'ai vécu, ça, quand j'étais petit. Et j'ai pas utilisé cette blessure-là pour me positionner. Alors, mais Frédéric, on voit très très bien, et vous avez chacun vos positions, elles sont légitimes. Je ne fais pas le jugement de Salomon, mais chacun la vit, vous savez ce qui se passe, chacun la vit comme il sent. Malika Sorel la vit comme elle le sent, vous vivez comme elle le sent. Je crois qu'il n'y a pas de jugement à avoir. Merci André. Chacun, heureusement, a sa légitimité en la vivant comme il la vit. Je crois que c'est ça le plus important. En tout cas, vous avez vu Sud Radio, c'est le lieu du débat et vous nous appelez, vous avez encore 10 minutes au 0826 300 300. Et toujours, c'est très bien, on est dans tous les détails, on discute, parce que ce sont de vrais sujets, vous le savez, auditeurs de Sud Radio. Et on est toujours avec Malika Sorel et son très très beau livre que je vous recommande vraiment, les dindons de la farce, pardon. Et alors Malika, on n'a pas parlé de quelque chose qui est vraiment intéressant et vous racontez cela, peu de gens l'ont raconté. C'est quand même, là on va pas parler de la Russie, de l'Ukraine, de l'Amérique. C'est pas loin. Mais c'est pas loin. Mais de ces rapports, de comment les Américains ont travaillé, et notamment l'ambassadeur américain de l'époque, à l'introduction du woke, Charles Rifkin, c'est ça? Oui. De l'introduction du woke et de la cancel culture en France, en recrutant un certain nombre de gens, en les éduquant, entre guillemets, raconter, parce que c'est un épisode de votre livre, moi, qui m'a passionné, je ne savais pas que c'était à ce point. Oui, c'est quelque chose, un travail qui est accompli depuis des décennies, c'est-à-dire que c'est l'ambassade. Depuis des décennies. Absolument, depuis l'ambassade. Et ça a été révélé par les câbles Wikileaks de Julian Assange. Il a révélé donc la tonne d'articles. Donc moi j'ai récupéré, c'est en libre accès. D'ailleurs dans mon livre je mets le lien vers les câbles, comme ça les gens peuvent aller aussi lire la somme. Et dedans il y a tout le programme politique des États-Unis pour faire que la société française devienne une société américaine, c'est-à-dire le fonctionnement, la même approche par la diversité, par les petites minorités, communautarisme, tout le communautarisme, la discrimination positive qu'on a vu ensuite abordée, qui est en plein dans notre sujet, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a plus d'assimilation non plus, en tout cas de moins en moins. Ouais. Quand je dis il n'y en a plus, c'est que ça devient epsilonesque, donc ça devient, c'est ça la gravité, c'est qu'il y en a trop peu par rapport à la masse. Et donc cette discrimination positive qui donne plus d'avantages matériels à se rattacher à sa communauté de naissance, sa communauté d'origine, qu'à la communauté française. Donc on ne peut pas reprocher aux personnes de l'immigration, dans leur quotidien, de ne pas vouloir utiliser cette carte qui facilite dans la vie. Mais qui l'a donné cette carte? Qui l'a grandi? Qui l'a autorisée? Qui l'a légalisée? Ça a commencé depuis très longtemps. Ça a commencé d'abord par le fait d'introduire les zones d'éducation prioritaire. On donne plus aux quartiers de l'immigration qu'aux quartiers habités davantage par des Français de souche culturelle européenne. Ça a commencé comme ça. Ensuite, ça s'est poursuivi à l'introduction de la discrimination positive avec les quotas. C'est maquillé avec quotas de boursiers par la droite en 2008. C'est la droite qui a fait rentrer l'histoire des quotas par les boursiers, mais on se voit la peine la face, c'est-à-dire les boursiers c'était pour l'immigration en réalité. Et donc il a introduit une distorsion qui fait qu'à chaque fois, ça se termine par le fait que quand vous n'êtes pas de la bonne minorité, vous êtes discriminé négativement. Donc toute cette approche, et puis l'approche part aussi jusqu'à aller modifier les programmes scolaires d'enseignement de l'histoire, ça c'était dans les câbles Wikileaks révélés par Wikileaks, de la stratégie américaine pour, quelque part, nous mettre le bazar en France. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu la création d'un certain nombre d'associations qui luttent pour le droit des minorités sur le modèle subventionné par les Américains, là, notamment. Absolument. Les Américains ont déversé énormément d'argent dans les banlieues françaises. Et ils faisaient venir aussi, et c'est expliqué dans les câbles, Wikileaks, ils faisaient venir aussi des artistes, des gens des grands rappeurs qui allaient dans les quartiers, qui leur parlaient, qui leur disaient aussi pourquoi pas vous. Et puis, surtout, ils passaient leur temps à leur dire, voyez, vous avez été colonisés, discriminés, les pages sombres. Exactement, sur l'approche
États-Unis, c'est-à-dire l'approche vous avez été victime de racisme, etc. Donc c'est toute cette approche victimaire des États-Unis qui a été diffusée en France. Ils ont fait ce travail, y compris en aidant des médias musulmans pour qu'ils puissent monter et aider les gens des communautés musulmanes. Mais c'est à ce point, oui, à ce point, et ils ont fait un travail aussi auprès des élites françaises. Et le problème qui se pose, et ça s'est posé dans d'autres pays, bien sûr, c'est pas qu'en France, c'est le problème de la perméabilité ou pas des élites, de ce que j'appelle les élites de commandement, des dirigeants. C'est-à-dire qu'ils sont tellement heureux que l'ambassade américaine les fasse venir, les fasse manger, les invite, etc., que du coup, ils cèdent, et puis ils sont contents de se promener, d'emmener Will Smith dans les banlieues, de le faire Morgan chanter. Freeman, on a vu, et tout ça. Toute cette stratégie, et surtout avec à chaque fois le message, vous êtes discriminés, vous êtes relégués, on ne vous reconnaît pas. Et donc ça va se rajouter par rapport à sentiment de la culpabilité dont on parlait tout à l'heure des Français, qui vont se dire ah bah oui, finalement on est raciste, on discrimine, on n'est pas bon, etc. Et ça nous a empêchés de regarder la réalité en face, parce que pour moi, je suis convaincue, si les problèmes que nous rencontrons avaient été le fait d'autres Européens, on aurait réagi différemment. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé. Lorsque les Italiens sont venus en France, et là je vais tordre le cou à une idée reçue, lorsque les Italiens sont venus depuis les années 1870, en réalité, la société, les Rital, et je parle de Cavana dans mon livre, et je dis ce qu'il dit aussi, c'est qu'à l'époque, les Italiens considéraient que quelqu'un qui prenait la nationalité française était un vendu, un traître, ce qu'on dit aujourd'hui aussi pour les populations de l'immigration musulmane. Quand les gens s'assimilent, on dit traître à ta race. À l'époque, les Rital disaient des vendus. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que toute cette immigration qui est venue d'Italie, la société française ne se sentait pas coupable et elle a agi. Donc, au quotidien, elle disait non, ici, on ne se comporte pas comme ça, ici, on ne fait pas comme ça. Et ça a aidé une partie des Italiens à s'assimiler. Et retenez bien le chiffre, 2/3 des Italiens sont repartis, n'ont pas réussi à s'assimiler, alors qu'ils sont catholiques, très proches des Français sur le plan des mœurs, relations hommes-femmes, la question de la pudeur, tout ce que vous voulez, c'est très proche des Français, donc ça n'a rien à voir avec les problèmes que nous avons avec les populations extra-européennes. En dépit de cela, André, 2/3 des Italiens sont repartis. Il faut vraiment que les Français comprennent que l'assimilation, c'est quelque chose de très long, très difficile. C'est volontaire, c'est un vrai acte, et c'est pour ça qu'il faut ce que je dis et ce que je liste, le nombre de règles de prudence à respecter, ce que je liste dans mon ouvrage, pour que l'assimilation puisse un jour se produire. Et donc, la maîtrise des flux migratoires, moi je l'écris dans mon livre, il faut suspendre les flux migratoires. Il faut suspendre. Le fait qu'on en revienne au respect du code civil, c'est tout le propos de mon audition par la mission sur le code de la nationalité. Il faut restaurer la nationalité française. C'était prévu dans le code civil, ne donner la naturalisation qu'à quelqu'un qui a réussi son assimilation. Et ça, c'est possible. Nous avons les outils juridiques pour revenir à une situation où on ne donnera la nationalité française qu'à quelqu'un qui est devenu assimilé, donc culturellement français, mais aussi qui a son cœur qui bat pour la France. Et de toute façon, je vais vous dire, ce que vous dites, c'est ça, c'est toujours, et c'est vrai, et Malika Sorel, votre livre le dit très bien, c'est une question de volonté. C'est une question de courage de part et d'autre. C'est-à-dire que les gens, effectivement, qui ont envie de s'assimiler, doivent savoir que ça ne vient pas comme ça vient pas du ciel. On aura effectivement la CAF et les avantages qu'on a en France, mais il y a les devoirs et les droits. Et il y a de la souffrance, parce qu'il y a de la souffrance, il faut le dire. Absolument. On rompt avec son milieu d'origine, il faut le dire, parce que c'est très lourd. Mais d'un autre côté, c'est vrai, simplement, ils sont venus parce qu'ils savent qu'ils vont peut-être avoir une vie meilleure ici. Mais c'est pour ça qu'ils viennent. Et André, c'est la démonstration, et dans mon livre, je donne les chiffres du nombre, et c'est des chiffres du Boston Consulting Group, c'est la démonstration que les Français sont les dindons de la farce. Parce que si les Français étaient aussi racistes, aussi... mais ils ne seraient pas autant à vouloir venir, et je donne les chiffres, voilà. Donc vous aurez la démonstration. Exactement. Eh bien écoutez, merci Malika Sorel. Le sujet des prénoms a déclenché une avalanche au Standard, mais je précise que le livre Les Dindons de la Farce, qui est paru hier chez Albin Michel, de la philosophe et essayiste Malika Sorel, traite d'autres sujets. Ah oui, de beaucoup de choses, même de la misogynie, pour vous dire. Absolument, et je me permets un pas de côté. Emmanuel Macron s'est exprimé à 13h30 et a tenu les propos suivants. Les sanctions portées seront à la hauteur de l'agression sur le plan militaire autant qu'économique. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter. Et puis sans transition, vous retrouvez Brigitte Lahaye.